Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'Algérie a fermé son espace aérien aux militaires français. Des propos acerbes contre le pouvoir algérien attribués au président français Emmanuel Macron seraient à l'origine du regain de tensions entre les deux pays. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi ce lundi 4 octobre pour un second mandat de 5 ans. Investiture qui intervient dans un contexte tendu alors que le pays traverse depuis 11 mois un conflit dévastateur dans le nord de l'Éthiopie. Et puis au Tchad, les discussions entre rebelles et autorités tchadiennes au sujet de leur participation au dialogue national inclusif se poursuivent. Un comité spécial chargé de négocier et de préparer la participation des différents mouvements politico-militaires a été mis sur pied avec à sa tête l'ancien président Goukouni Ouédé. Mais tout d'abord, 14 soldats burkinabés ont été tués et 7 autres blessés ce lundi 4 octobre dans une attaque armée contre le détachement militaire de Yirgou dans la région du centre-nord du pays. Annonce faite dans un communiqué publié lundi soir par le ministre délégué à la Défense, Barthélémy Simporé. Un précédent bilan de cette attaque communiqué par la télévision nationale dans la journée de lundi faisait état de 9 morts. Depuis plus de 5 ans, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes faisant de nombreuses victimes et plus de 1,4 million de déplacés internes. Regain des tensions entre l'Algérie et la France. L'Algérie a décidé d'interdire son espace aérien aux avions militaires français. Cette interdiction de survol fait suite au rappel en Algérie pour consultation de l'ambassadeur algérien à Paris suite aux propos qu'aurait tenus le président français Emmanuel Macron. Des propos non démentis à ce stade, jugés déplacés par Alger. Samantha Sabiro. Le ton continue de monter entre Alger et Paris. La dernière en date, le dimanche 3 octobre 2021, les autorités algériennes ont interdit aux avions militaires français de survoler le territoire. Cette décision intervient dans un contexte de tension croissante entre Alger et Paris. Lors de sa récente sortie, le président français avait annoncé la restriction sur les visas français aux Algériens, une nouvelle qui n'a pas enchanté l'Algérie. De mon point de vue, c'est l'occasion qui fait le larron. Je rappelle quand même que cette autorisation qu'avait l'armée française de survoler le territoire algérien avait été donnée par le regretté Bouteflika, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et cette décision n'avait pas fait des heureux à Alger. Beaucoup de personnes avaient reproché au président donc algérien d'avoir donné cette autorité-là. Vous savez, c'est quand même l'Algérie et la France ont des rapports je t'aime moi non plus. Ils n'ont ni dans un camp ni dans l'autre n'ont totalement soldé cette guerre d'Algérie. Et très régulièrement, il y a des crises qui comme ça rythment les relations diplomatiques entre ces deux pays. Et si vous regardez bien, ces crises ont toujours de près ou de loin comme point d'origine la guerre d'Algérie. En effet, les avions militaires français n'ont plus le droit de survoler l'espace aérien algérien afin de se rendre dans la région du Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. À en croire les autorités françaises, cette décision va légèrement perturber le flux de soutien à la région du Sahel. Néanmoins, elle n'affecte ni les opérations ni les missions de renseignement menées par l'Hexagone dans cette région. Il faut juste que les Français et Algériens se rappellent que, en ce qui concerne la guerre au Sahel, ils ont des intérêts communs et que cet épisode de la guerre post-guerre d'Algérie ne devrait pas avoir de conséquences néfastes pour cette guerre contre les djihadistes. Guerre contre les djihadistes, c'est qu'ici elle est perdue, Alger en partira et Paris en partira. Pour rappel, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris en expliquant ses décisions par son rejet catégorique des déclarations attribuées à Emmanuel Macron. Investi pour un second mandat en Éthiopie ce lundi 4 octobre, le Premier ministre Abiy Ahmed a un important défi à régler, celui de la crise sécuritaire qui perdure dans la région nord du Tigré depuis 11 mois. Lors de son discours, Abiy Ahmed a annoncé la tenue prochaine d'un dialogue national et rejeté toute ingérence de la communauté internationale dans les affaires intérieures de son pays. Un sujet de la rédaction. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que son gouvernement lancera bientôt un dialogue national inclusif pour la guérison et la réconciliation. C'était lors de sa cérémonie de prestation de serment ce lundi 4 octobre.
Le parti de la prospérité du Premier ministre a remporté les élections parlementaires et régionales controversées de juin 2021. Il entame son second mandat de 5 ans à la tête de l'Éthiopie. Nous devons réaliser que les problèmes politiques et économiques qui se sont accumulés au fil des ans ne peuvent pas être résolus par le leadership et les solutions fournies par un seul parti. Ainsi, nous nous lèverons pour travailler ensemble main dans la main. Le gouvernement fédéral est en conflit depuis 11 mois avec les autorités de la région séparatiste du Tigré, au nord du pays, un conflit armé dévastateur qui impacte la stabilité socio-économique de l'Éthiopie. Le gouvernement du lauréat du prix Nobel fait actuellement face à la pression de la communauté internationale concernant la gestion de cette crise. Lors de son discours, Abiy Ahmed n'a pas hésité à répéter des avertissements selon lesquels l'Éthiopie n'accepterait pas d'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures. Bien que l'on ne puisse pas dire que la 6e élection nationale soit exempte de tout défaut et aussi réussie que nous l'aurions souhaité, elle a ouvert un nouveau chapitre pour réaliser le rêve d'établir et de maintenir un système démocratique qui avait été en question depuis longtemps. Cela a ouvert un nouveau chapitre et nous a fait faire un pas en avant. Le Premier ministre promet un dialogue qui ne concernera pas que les élites politiques, mais englobera toutes les couches de la société. Sa porte-parole, Bilene Seyoum, avait récemment déclaré aux journalistes que 4 partis d'opposition du Tigré seraient inclus dans le dialogue national avec plus de 50 partis à travers le pays. Alors que le gouvernement d'union nationale libyen cherche à mobiliser l'aide internationale pour accélérer le départ des mercenaires étrangers, la ministre libyenne des Affaires étrangères a déclaré dimanche 3 octobre que certains d'entre eux avaient quitté le pays. Un retrait cependant très modeste selon Najla Al-Mangouche. L'ONU estime à plus de 20 000 le nombre de mercenaires présents sur le territoire libyen. Aïssa Toubaré. Début de retrait très modeste des combattants étrangers présents en Libye. C'est l'annonce faite dimanche 3 septembre par la ministre des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, qui se félicite de cette avancée, mais qui espère le départ d'un plus grand nombre. Ce retrait est une des conditions pour la bonne tenue des élections prévues le 24 décembre 2021. Nous cherchons à mettre en place une organisation plus grande et plus complète pour le départ des mercenaires et c'est ce que nous chercherons à atteindre lors de la conférence sur la stabilité de la Libye qui se tiendra ce mois-ci. Selon l'Organisation des Nations Unies ONU, plus de 20 000 mercenaires russes, syriens, tchadiens, soudanais ainsi que des militaires turcs se trouvent en Libye, menaçant le processus de paix lancé dans le sillage du cessez-le-feu conclu entre 2 pouvoirs rivaux en octobre 2020 après des mois de combat. L'accord de cessez-le-feu prévoyait le retrait de tous les mercenaires étrangers dans les 3 mois suivant sa signature, il y a de cela 1 an. Il s'agit là d'une condition essentielle pour l'organisation des élections, puisque des élections libres, transparentes ne peuvent pas se dérouler sous la présence de milliers de mercenaires armés jusqu'aux dents. Il faut s'attendre à un regain de pression de la part des acteurs internationaux qui sont impliqués dans le dossier libyen pour le retrait total de ces mercenaires dans les plus brefs délais. En plus de cela, évidemment, il y a des États qui sont directement menacés par la présence de ces mercenaires. C'est un problème tant de politique interne qu'un problème international et régional qui met en cause directement la sécurité des États concernés. Dans un communiqué publié récemment, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a demandé l'arrêt immédiat de l'ingérence extérieure des puissances étrangères sur le sol libyen. Le Conseil s'engage à dénoncer ceux qui continuent à alimenter le conflit en Libye alors que le pays tente de s'extraire d'une décennie de violence et de division. Au Tchad, Goukouni Ouédeye est à la tête du comité technique spécial chargé de faire participer les politico-militaires au dialogue national. L'ancien président tchadien doit remplir une tâche importante et se veut rassurant. Selon ce dernier, les contacts ont été pris avec les uns et les autres. Aucun politico-militaire n'a été exclu. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Joël Ballot.
Au Tchad, un comité spécial a été mis sur pied pour faciliter la participation des mouvements politico-armés au dialogue national inclusif. Initié par le Conseil militaire de transition, ce comité aura désormais la responsabilité de discuter et de convaincre les différents leaders des rébellions armées à participer au processus de la transition. Pour les autorités, le désarmement et la démobilisation de ces mouvements armés est un préalable au dialogue. L'histoire des grandes nations est souvent jalonnée par de grandes crises. Notre pays n'a pas échappé à cette règle. Il est temps pour nous de trouver par le dialogue la formule idoine pour que cesse à jamais la guerre et son corollaire de destruction et de ruine. Selon le président du comité spécial, l'ancien président Goukouni Wedei, avec cette transition, le Tchad entre dans une nouvelle ère de son histoire et tous les Tchadiens doivent contribuer à la pacification du pays. Il estime que le temps du dialogue et du pardon est arrivé, quelles que soient les divergences entre les Tchadiens. Je me permets de dire humblement et sincèrement à nos frères politico-militaires que le temps d'un dialogue est arrivé. Nous devons nous accepter mutuellement et chacun dans sa différence pour engager un débat franc, direct et sincère sur l'avenir de notre pays. Pour rappel, plusieurs leaders des différents mouvements politico-militaires en exil sont rentrés au pays ces derniers jours en vue de participer au dialogue national inclusif. Ils ont répondu ainsi à l'appel du président du Conseil militaire de transition qui a annoncé une amnistie générale aux exilés politiques et sécuritaires. Le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, a par ailleurs annoncé ce lundi 4 octobre la signature d'un pacte social d'une durée de 3 ans entre le gouvernement et les différentes plateformes syndicales. Un pacte dont l'objectif est de contribuer à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé, propice à l'émergence, notamment à travers une amélioration significative des conditions de travail et de vie des populations en général et des travailleurs en particulier. La Tanzanie va bénéficier d'un investissement de 250 millions de dollars pour renforcer son secteur agricole. Ce projet, soutenu par l'entreprise israélienne iHolding, vise à promouvoir l'éducation agro-industrielle et les compétences en agrogestion. Les détails avec Joël Ballot. En Tanzanie, le secteur agricole emploie plus de 70% de la population active et représente 35% du montant total des exportations nationales. Au vu de l'apport significatif de ce secteur d'activité dans l'épanouissement de la Tanzanie, la société AIE Holding a décidé d'investir 250 millions de dollars pour promouvoir l'éducation agro-industrielle et les compétences en agrogestion. Nous avons l'intention d'utiliser l'enseignement agricole avancé en Israël en inscrivant des Tanzaniens pour de courtes et longues périodes dans nos projets spéciaux d'éducation disponibles dans notre pays. Nous avons l'intention d'utiliser le savoir-faire israélien pour employer des diplômés à des postes de gestion et technique dans nos projets agro-industriels en Tanzanie. Il s'agira pour les Tanzaniens d'acquérir des connaissances, notamment dans l'enseignement agricole, à la ferme avicole, aux grandes cultures, à l'énergie solaire, au traitement des eaux usées. La mise en place de ce projet sera propulsée par des investisseurs locaux et devrait créer environ 70 000 emplois directs. Cet investissement de la compagnie AIE Holding dans la promotion de l'éducation agro-industrielle et des compétences en agrogestion permettront à la Tanzanie d'amorcer une phase de la transformation structurelle de son économie. Cet investissement va permettre au pays de diversifier ses sources de revenus. Cet investissement pourra permettre au pays d'avoir des éléments de réponse, de résolution de la difficile équation de l'inclusion des petits producteurs. Également, l'amélioration de la qualité des produits et de la compétitivité des prix. Soulignons que la production agricole du pays est en majorité assurée par les paysans pratiquant une agriculture pluviale de subsistance à l'aide de techniques manuelles. Aussi, grâce à ces projets agricoles, la Tanzanie va multiplier ses opportunités et renforcer les capacités des agriculteurs à travers de nouvelles techniques de culture. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.